Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies and I would like Bonjour à to tous, have a c'est discussion Pascal with de you Neutrality about what Studies happened et in j'aimerais discuter Japan avec vous this de ce qui week, s'est passé au because we've Japon had cette two semaine, car main nous avons eu deux items. actualités. The La first première à one to point souligner out is, of course, est bien what we sûr learned ce que nous avons yesterday, appris that hier. apparently the United States and Apparemment, Japan have les États-Unis et le reached Japon trade sont agreements, parvenus à un accord commercial about selon lequel investing le more Japon money into investira the US davantage in d'argent aux return for États-Unis only en the échange de seulement additional 15% de droits de tariffs douane on top of the supplémentaires, tariffs they've already en had. plus de ceux I déjà will existants. talk about this later because J'en I parlerai think plus first tard, we should car je actually pense also qu'il faudrait d'abord se focus on concentrer the sur les récentes élections elections qui ont that eu happened, lieu, because there's a puisqu'on en lot parle of beaucoup, talk about it and I'm not et je ne suis entirely pas sure certain que that tout le monde comprenne people exactement ce qui s'est understand passé. what Je veux precisely dire, happened. I mean, si vous suivez les médias social media, occidentaux, then one of the main l'un des principaux headlines, titres ou événements marquants headline-making events était was qu'un des that partis de droite, one ou of le parti the d'extrême right-wing droite, parties, or a en the fait gagné far-right beaucoup de parties sièges, actually n'est-ce pas? gained Reuters en parle seats, ici. right? I mean, Reuters report about this here. Japanese First Party emerges as an election Le force. parti japonais d'abord Immigration émerge law, comme une and force here's électorale the avec un discours video ferme sur under l'immigration. celebrating big wins Et voici une petite that vidéo. far-right Des centaines de party. personnes célèbrent les grandes victoires du parti d'extrême droite Sanseito au Japon. À l'arrière-plan, vous voyez probablement M. Kamiya, le leader de ce parti. Cela pourrait vous donner l'impression, comme le suggère également cet article, que le Japon suit une trajectoire très similaire à celle de l'Allemagne, avec l'alternative für Deutschland, le parti d'extrême droite AfD, ou du Royaume-Uni avec Nigel Farage, et les évolutions en cours en Europe, n'est-ce pas? Tout le monde se déplace vers la droite. Donc le Japon ne serait que le dernier exemple en date de l'élection d'un parti d'extrême droite. Mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Comme souvent, le Japon, vu de l'extérieur, ressemble beaucoup à l'Europe, mais en réalité, des dynamiques différentes sont à l'œuvre en coulisses. Et laissez-moi peut-être vous montrer celui-ci. Passons donc à la répartition réelle des partis lors de cette élection. Ici, vous voyez NHK World. NHK est le diffuseur national du Japon, n'est-ce pas? Comment ils ont couvert l'actualité? Avec M. Ishiba. Ishiba est le Premier ministre et aussi le chef du plus grand parti du Japon, le Parti conservateur qui est au pouvoir depuis le plus longtemps, pratiquement depuis les années 1960, à l'exception de brèves périodes en 1993 et d'une période plus longue de 2009 à 2012, lorsque pour la première fois, un parti d'opposition est réellement arrivé au pouvoir. Mais le problème, c'est que le Japon n'est pas non plus très doué pour expliquer sa propre politique. Ici, si vous regardez le graphique qu'ils vous donnent en bas, ils expliquent la composition des partis que vous voyez. Permettez-moi de commencer par ceci. Ce que nous avons vu dimanche dernier, pendant le week-end, n'était pas une élection générale. Il ne s'agissait pas de l'élection de la Chambre basse du Parlement japonais, qui est plus grande et plus puissante. Il s'agissait de l'élection de la moitié de la Chambre haute. Le Japon dispose d'un système intéressant, dans lequel la Chambre haute est élue selon deux cycles différents, 50% tous les 3 ans. L'idée, bien sûr, est de créer un système où la Chambre haute bénéficie d'une certaine stabilité, avec seulement des changements mineurs au fil du temps. C'est pourquoi les élections de la Chambre haute sont généralement peu couvertes par les médias internationaux, car elles n'ont en général pas un impact majeur sur la politique intérieure japonaise. Mais cette fois-ci, les choses sont légèrement différentes en raison d'un changement général dans la façon dont les partis collaborent. Donc, juste pour votre information, d'ailleurs, je vais utiliser Wikipédia comme source de données ici, et c'est évidemment quelque chose que tout bon universitaire vous dira. Il ne faut pas utiliser Wikipédia. Et c'est tout à fait vrai. Wikipédia présente de nombreux problèmes. Mais d'après mon expérience, l'une des choses pour lesquelles Wikipédia est vraiment très efficace, c'est l'agrégation de données pour les élections, ainsi que pour les données économiques. Je n'ai tout simplement jamais vu de cas
lorsque des élections ont été correctement organisées par une autorité électorale fonctionnelle, ou Wikipédia aurait présenté une manipulation massive ou une mauvaise représentation des faits. Very massive spin or misrepresentation. So usually Wikipedia, when it comes, to this kind Donc, en général, Wikipédia, lorsqu'il s'agit de ce genre de tableaux et de données publiées par, disons, des autorités fiables, là où nous n'avons pas besoin de douter de la légitimité de l'élection elle-même ou du processus, j'ai pas vu de moment où les données de Wikipédia étaient complètement erronées. On ne peut pas faire confiance à Wikipédia pour des sujets comme la Syrie, l'Iran, ou ce qui se passe à Gaza, etc. Car là, les gens ajoutent énormément de biais. Mais lorsqu'il s'agit de ce type de données très factuelles comme source, Wikipédia est vraiment très rapide pour agréger les informations, et c'est assez utile pour avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe. Pour cette raison, je vais vous montrer ici la chambre haute et la chambre basse, telles qu'elles sont représentées sur des graphiques dans Wikipédia, car c'est une autre chose que le site propose. Il nous montre ces représentations qui sont assez utiles. Donc, la chambre haute compte un total de 248 sièges. Et encore une fois, seulement la moitié de ces sièges étaient en jeu cette fois-ci. La chambre basse, qui détient plus de pouvoir, est plus grande, 465 sièges. Et dans les deux cas, le Japon utilise un système proportionnel pour voter, un système mixte pour voter. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'une partie des sièges est attribuée selon ce qu'on appelle le système du scrutin uninominal à un tour, où il y a une circonscription, un petit cercle, n'est-ce pas? Un district, et celui qui obtient le plus de voix dans ce district remporte le siège. Donc il y a des candidats qui se présentent pour ces sièges, et celui qui obtient le plus de voix l'emporte. C'est le système du scrutin uninominal à un tour. Maintenant, dans les deux chambres, haute et basse, environ 2/3 des sièges, c'est un système un peu compliqué, mais environ 2/3 sont attribués selon ce système, où une seule personne peut gagner par district. Et pour le reste, environ 1/3 des sièges sont attribués dans des circonscriptions où plusieurs personnes, dans un district beaucoup plus vaste, peuvent être élues. C'est un système proportionnel. Ainsi, ce n'est pas seulement la première personne qui gagne, la deuxième, la troisième, etc., peuvent aussi avoir une chance d'obtenir des sièges selon le soutien global dont dispose un parti. Des sièges supplémentaires seront attribués à des personnes issues de ces grandes circonscriptions, de ces grands districts. Donc, pour résumer, ce que fait ce système mixte proportionnel et majoritaire à un tour, c'est qu'en général, il favorise l'un ou les deux plus grands partis. Tout système de scrutin uninominal à un tour, surtout si l'on regarde comment il fonctionne au Royaume-Uni pour leurs élections parlementaires, a tendance à avantager le plus grand parti. Parce que c'est assez simple. Le parti le plus populaire a tendance à l'être partout dans le pays. Et si, partout dans le pays, disons que vous êtes le parti le plus populaire, avec 30 à 35% des voix, et que tous les autres, généralement dans toutes les circonscriptions, obtiennent un peu moins, seulement 28 ou 29%, eh bien, celui qui a 30 ou 35% remporte le siège et gagne. Cela signifie que vous pouvez gagner beaucoup de sièges, les 2/3 ou même plus au Parlement, malgré le fait que seulement 1/3 environ de la population vous soutient. Mais parce que, de manière générale, votre camp a tendance à gagner un peu plus que les autres, tous les autres n'obtiennent rien et vous raflez tout. Ainsi, un système de scrutin majoritaire à un tour profite au parti le plus populaire, même si ce parti ne recueille que 30%, 35% ou peu importe. Cela peut tout de même se traduire par des gains énormes. Et bien que le Japon ait un système mixte, le système électoral dans son ensemble fonctionne toujours de cette manière biaisée. C'est pourquoi, pendant très longtemps, le Parti libéral-démocrate,
le PLD, a en fait exercé un contrôle massif sur les deux chambres du Parlement, simplement parce qu'il était le parti le plus populaire, avec 30, 35, parfois 40% des voix, ce qui se traduisait parfois par une majorité de plus de 60, voire plus de 66% dans une ou les deux chambres. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Et si l'on regarde la répartition, donc encore une fois, il s'agit de la chambre basse et de la chambre haute, celle pour laquelle nous venons d'avoir des élections. Ici, nous avons les élections générales de l'an dernier, 2024, pour la chambre basse. Vous voyez qu'il existe actuellement deux systèmes de vote, proportionnel et par circonscription. Globalement, lors du dernier scrutin en 2024, le PLD, le Parti libéral-démocrate, c'est celui en vert ici, a perdu beaucoup de sièges, moins 68, tandis que le Parti démocrate constitutionnel a remporté 52 sièges. Ce sont les bleus ici. De manière générale, on peut considérer le PDC comme la version japonaise d'un grand parti social-démocrate. Ils étaient auparavant le Parti démocrate du Japon, le PDJ. C'était le parti au pouvoir de 2009 à 2012-2013, lorsque, pour la première fois, le PDJ en quelque sorte était évincé du pouvoir. Ensuite, ils ont beaucoup souffert. Entre autres, ils ont dû gérer le grand séisme de 2011 et la catastrophe de Fukushima. Et ce genre d'événement les a complètement anéantis. Ils ont donc été rapidement évincés du pouvoir. Mais ils restent tout de même le deuxième plus grand parti, surtout à la Chambre basse. Ensuite, il y a d'autres partis en dessous. Permettez-moi de revenir à ce graphique de la NHK. La raison pour laquelle ce graphique est un peu malheureux ou mal conçu, c'est qu'il place le PLD ici à gauche et le colore même en rouge, ce qui pourrait vous faire penser que le Parti libéral-démocrate est un parti de gauche. Mais ce n'est pas le cas. Le PLD est clairement un parti de centre-droit. Les verts ici, encore une fois, je pense que ce graphique sur Wikipédia est en fait plus utile, parce qu'il se situe quelque part sur le spectre politique, ici au centre droit, un parti conservateur. La chose la plus proche en politique européenne, selon moi, c'est que l'on peut comparer le PLD avec la CDU allemande, et l'on peut comparer le Parti démocrate constitutionnel avec le SPD. Mais ils ont des préférences très différentes. Cela reste néanmoins la comparaison la plus proche avec l'Europe, à mon avis. J'ai aussi fait un petit graphique, je suis fier, bon vieux PowerPoint, pour expliquer un peu où se situent ces différents partis. Et c'est un graphique approximatif. La taille représente à peu près leur importance, bien que ce ne soit pas entièrement exact. J'ai dû rendre le Parti libéral-démocrate un peu plus long, simplement pour illustrer la diversité des opinions au sein de ce parti. Ce qu'il faut savoir sur le PLD, les conservateurs, le parti de M. Ishiba, c'est qu'il regroupe de nombreuses personnes aux préférences politiques variées. Nous avons des personnes comme M. Ishiba qui se situent en fait plus ou moins à l'aile gauche, pas à l'extrême gauche, mais bien dans la partie gauche de son parti. Et nous avons d'autres personnes qui, par exemple, ont contesté M. Ishiba il y a un an pour la direction du parti. Et Madame Takaichi, c'est son nom. Elle se situe à l'extrême droite de son propre parti. Et toutes ces personnes, ces différentes factions, et le Japon, bien qu'il ait officiellement aboli les factions, le PLD a officiellement aboli ses factions l'année dernière. Évidemment, un parti aussi vaste est encore divisé en différents groupes, n'est-ce pas? Il faut juste dire que le PLD, même s'il semble être un monolithe, est composé de différentes préférences politiques. Ensuite, pendant très longtemps, le PLD avait l'habitude de s'associer à un parti plus petit, le Komeito, qui est essentiellement un parti politique d'inspiration religieuse et qui n'est pas très important.
Vous savez, le Komeito n'a jamais été un grand parti. Regardons-les ici à la chambre basse. À la chambre basse, le Komeito obtient toujours environ. Ils sont soutenus par environ 5 à 6 millions de Japonais, n'est-ce pas? Sur 120 millions d'habitants dans le pays, et sur une population électorale d'environ 70, j'ai oublié, la population électorale doit être d'environ 60 ou 70 millions. Probablement 60, 70, oui, 70 ou 80 millions, quelque chose comme ça. Et ils reçoivent toujours le soutien d'environ 5 millions de personnes. Et cela se traduit généralement, au final, par quelques, même pas tant de sièges que ça, comme 20, 30, parfois 40 sièges. Moins de 10% en général de l'ensemble du Parlement est occupé par le Komeito. Mais il existe cette habitude du PLD de s'allier avec eux et de former une coalition, même lorsque le PLD n'en a pas besoin. Le PLD disposait en fait d'une majorité absolue, une majorité de 66%, à l'époque de M. Abe, mais ils ont tout de même décidé de maintenir cette coalition avec le Komeito et de nommer 1 ou 2 ministres du Komeito au sein du cabinet, car ils sont assez bien alignés idéologiquement. Ensuite, il y a les partis d'opposition, et je ne les ai pas tous listés ici. Ce sont les principaux auxquels, selon moi, il faut désormais prêter attention. Le plus petit que j'ai inclus est le Parti communiste japonais, et je l'ai mis ici parce qu'il existe d'autres partis qui sont même un peu plus grands parmi les petits. Mais les communistes sont un élément tellement ancien du spectre des partis politiques japonais. Ils ont toujours été là, ils font campagne chaque année et ils le font avec tout leur cœur. Ils ressortent toujours les bons vieux slogans communistes. Redistribution, on s'en fiche, il nous faut une révolution prolétarienne, et ainsi de suite. Ils le font avec conviction, et ils n'ont pas beaucoup de soutien, mais ils existent depuis toujours. Ils sont bien sûr à l'extrême gauche, et ce parti traditionnel, vraiment littéralement communiste, pas tant socialiste, mais bien communiste. Mais ils n'obtiennent jamais beaucoup de soutien. Encore une fois, si l'on regarde, prenons la chambre haute, on voit que les communistes recueillent encore moins de voix que Komeito, le parti religieux, n'est-ce pas? Aux alentours de 3 millions. Et cela a été plus ou moins constant. Parfois, ils remportent quelques sièges, et cette fois-ci, comme lors des dernières périodes, ils en ont perdu. Mais dans l'ensemble, ils sont toujours présents. Ensuite, le principal parti d'opposition, ou celui considéré comme tel, est le Parti démocrate constitutionnel. Encore une fois, l'ancien PDJ, désormais PDC. Il s'agit d'une formation de type social-démocrate, avec des mesures redistributives et désormais un accent très fort sur la défense de la Constitution. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont ajouté « constitutionnel » à leur nom. Une grande partie de leur identité repose sur le fait qu'ils s'opposent à l'ancienne idée du PLD de réviser la Constitution japonaise. Vous devez savoir que la Constitution japonaise n'a jamais été révisée en plus de 70 ans d'histoire. Et il s'agit bien sûr de la Constitution qui a été en grande partie rédigée par les Américains. La Constitution, à l'article 9, comprend le célèbre article de renonciation à la guerre, déclarant que le Japon renonce à la guerre en tant que pratique d'un État souverain et par conséquent n'entretiendra pas d'armée. Il n'entretiendra pas de forces militaires. Or, le PLD sous M. Abe, l'avant-avant-avant-dernier Premier ministre, qui a été assassiné après avoir quitté ses fonctions, absolument, complètement, totalement inutile forme de violence politique. Mais quoi qu'il en soit, M. Abe avait un plan, alors qu'il contrôlait 66% du Parlement, pour modifier la Constitution japonaise et supprimer le deuxième paragraphe de l'article 9. Il n'a jamais réellement voulu supprimer le pacte exécutif. Mais ce qu'il voulait supprimer, c'est la partie qui dit que le Japon ne maintiendra pas de forces militaires,
car les forces militaires qu'il possède actuellement sont appelées forces d'autodéfense. M. Abe et d'autres membres de l'aile droite du PLD ont toujours voulu réimaginer l'armée japonaise et en faire une armée normale, une marine normale et une force aérienne normale. Actuellement, le Japon dispose de forces terrestres d'autodéfense, de forces aériennes d'autodéfense et de forces maritimes d'autodéfense qui sont soumises à des contraintes constitutionnelles strictes. Ils voulaient changer cela. C'est pourquoi on parle parfois du PLD comme d'un parti radical, d'un parti militariste, même si, à mon avis, cette perception est exagérée. Et M. Abe n'a jamais réussi à le faire, même s'il disposait de 66% du Parlement, ce qui est nécessaire selon la Constitution japonaise pour la modifier. Mais il y a une deuxième condition requise par la Constitution japonaise. Il faut également organiser un référendum. Vous avez donc également besoin du soutien de 50% de la population générale si vous souhaitez réellement modifier la Constitution. Et il a toujours été évident qu'il serait probablement battu dans les urnes s'il y avait un véritable référendum à ce sujet. C'est pourquoi la Constitution japonaise est restée inchangée, telle qu'elle a toujours été. Et en ce moment, nous n'avons jamais été aussi loin d'une modification réussie de la Constitution. Car le PLD perd du pouvoir au fil du temps, mais il perd du pouvoir au profit d'autres partis. Pas seulement le Parti démocrate constitutionnel, mais aussi ce parti relativement récent, du moins dans sa taille actuelle, le Parti démocrate pour le peuple. Le PDP a désormais à peu près le même niveau de soutien électoral que le PDC. Et le Parti démocrate est un parti de centre-droit, fondamentalement un parti conservateur qui défend la protection des valeurs traditionnelles. Très similaire à certains des objectifs du PLD, en réalité, mais ils essayent de se différencier en n'étant pas le PLD, d'autant plus que le PLD a également été récemment entaché de scandales. Ensuite, toujours parmi les partis d'opposition, nous avons Isshin no Kai, le Parti de l'innovation du Japon, qui est un parti relativement nouveau, fondé il y a une dizaine d'années à Osaka, et qui s'est beaucoup construit autour du prestige personnel de son fondateur, M. Hashimoto. C'est un parti assez à droite. Ils ont gagné du soutien, y compris au niveau national, il y a environ 7 ou 8 ans, et ont remporté quelques sièges. Assez curieusement, même à l'époque, lorsque Isshin a percé sur la scène nationale, cela a été rapporté exactement de la même manière qu'aujourd'hui à propos du nouveau parti de droite, le Sanseito. Il a été rapporté que, oh mon Dieu, le Japon vire à droite, les extrémistes de droite remportent des sièges aux élections nationales. Mais ce qui se passe généralement, c'est que le parti se dégonfle ensuite, soit à cause de luttes de pouvoir internes, soit parce que la base électorale a tendance à disparaître lors des élections suivantes. Ainsi, au Japon, nous n'avons jamais eu de moment où un parti de droite, plus à droite que le PLD, a réussi à maintenir sa taille ou à rester au pouvoir plus de quelques années. Et en ce moment, ce que nous voyons, c'est la montée de ce parti, le Sanseito, qui va encore plus loin, je dirais qu'Isshin, notamment sur les questions de migration. Ils se sont fait un nom en étant anti-immigrants, en prônant encore une fois le Japon d'abord. Ils copient, dans leur discours, la manière dont le mouvement America First se présente, ainsi que la rhétorique anti-immigrant et la xénophobie. Ils exploitent quelques faits divers dont nous avons entendu parler. Je veux dire, il y a un célèbre gang criminel violent à Saitama, peut-être quelques dizaines ou une centaine de personnes. Et ce genre de criminalité étrangère, qui est en réalité très faible au Japon, mais ils parviennent tout de même à en faire la une. Il faut savoir que la population étrangère du Japon est toujours à ou en dessous de 3% de l'ensemble du pays. Je veux dire, la population étrangère du Japon est extrêmement faible pour un pays développé du Nord global. Mais malgré tout,
il y a de la criminalité et quelques problèmes, et Sanseito en a profité. Donc je pense que ce sont les principaux types de partis à garder à l'esprit. Maintenant, ce qui est nouveau après cette élection à la Chambre haute, c'est que nous voyons des gains pour ces autres partis et une perte relative pour le PLD. Traditionnellement, nous avions un grand parti au pouvoir allié à une petite coalition, puis un parti d'opposition relativement important, mais hors du pouvoir. Et maintenant, c'est cela qui semble changer au Japon. Ainsi, le PLD perd pas mal de soutien. Encore une fois, seule la moitié des sièges étaient en jeu, mais le PLD en a perdu 13. Ce parti démocrate, le DPP, en a remporté 13. Le Sanseito en a obtenu 14, alors qu'il n'en avait initialement qu'un seul. C'est pour cela que les médias présentent cela comme un gain massif, car proportionnellement, le Sanseito a enregistré la plus forte progression en nombre de sièges lors des élections à la Chambre haute. Passer de 1 à 14, c'est énorme, non? Surtout pour un nouveau parti. Mais encore une fois, c'est un schéma que nous avons déjà observé avec Ishin. Oui, on peut réaliser une grande percée une fois, mais ensuite on stagne à ce niveau, voire on régresse et on disparaît. Donc, savoir si celui-ci va s'installer durablement, c'est impossible à dire. Et aussi, juste pour clarifier, vous savez, le Sanseito a réussi à attirer un certain nombre d'électeurs issus de l'aile droite du PLD. Le PLD était autrefois ce parti parapluie qui intégrait même des figures très à droite. Et le fait que M. Ishiba et d'autres, qui sont actuellement à gauche, s'opposent à certaines de leurs idées, signifie aussi que la base électorale de droite cherche de nouveaux endroits où aller, n'est-ce pas? D'une certaine manière, nous n'assistons pas à une grande révolution, et je ne pense pas que le Japon soit en train de dériver vers l'extrémisme de droite. Non, ce que nous observons, c'est simplement une migration des électeurs, et non une fragmentation du système politique. Je pense que le système politique japonais reste inchangé, mais on assiste à une diversification parmi les différents partis. L'impact le plus important que cela aura, ou a déjà, c'est que cela va probablement inciter le Parlement à organiser de véritables débats. Pendant très longtemps, les vrais débats avaient lieu au sein du PLD, puis les décisions qui y étaient prises étaient imposées, bien sûr, à l'opposition. Mais aujourd'hui, nous approchons d'un moment, surtout si les prochaines élections générales suivent la même tendance, où ces différents partis sont obligés de dialoguer entre eux et de mener un débat plus large au sein du Parlement. Et il ne s'agira plus seulement de décisions internes au PLD. Donc, si l'on regarde le soutien global au sein de la population, prenons simplement cet exemple au niveau national, le PLD a obtenu le soutien de 12,8 millions de personnes, puis le PPD 7,6 millions, Sanseito 7,4, le Parti démocrate constitutionnel 7,3 et le Komeito 5,2. On constate donc que nous nous dirigeons désormais vers une situation où différents partis japonais bénéficient d'un soutien électoral à peu près comparable. Et cela n'était pas un gros problème pour le PLD, tant qu'il restait nettement le plus grand parmi quelques petits partis. Tant qu'ils obtenaient plus de 35% environ de l'électorat, ils pouvaient gouverner sans partage. Mais maintenant qu'ils descendent sous la barre des 30%, leur taux d'approbation se situe actuellement autour de 24-25%. Le système électoral japonais atteint un point de bascule où il crée une représentation à peu près équilibrée au Parlement. Auparavant, le plus grand parti avait une influence disproportionnée. Et aujourd'hui, nous en sommes arrivés au point où le plus grand a perdu tellement de soutien que cela crée plus ou moins un Parlement proportionnel. Comme vous pouvez le voir ici à la Chambre haute, nous avons toujours une situation où le PLD n'a pas la majorité absolue, mais reste le plus grand parti. Le Parti constitutionnel démocrate, à gauche, est le deuxième plus grand. Tous deux sont, pour l'instant, encore disproportionnellement grands.
ils sont plus importants que ce que leur base électorale laisserait supposer. Si, lors des prochaines élections générales, ils perdent ne serait-ce qu'une petite partie de leur base électorale, cela entraînera une croissance proportionnelle des autres partis, n'est-ce pas? Ainsi, ce que nous observons actuellement, c'est ce type de changement dans la façon dont la structure du parti se présente. Et oui, pour M. Ishiba, bien sûr c'est un problème. Il ne dispose plus de la majorité, ni à la Chambre basse, ni à la Chambre haute. Dans d'autres systèmes politiques, ce que cela entraînerait, en Europe généralement, c'est que cela obligerait le plus grand parti à former une coalition plus large, n'est-ce pas? Donc, une chose qui a été envisagée, ou dont on a parlé, c'est qu'au lieu de simplement former une coalition avec Komeito, car même avec eux, ils n'ont plus la majorité à la Chambre haute, on pourrait simplement demander, vous savez, à Ishin ou à Sanseito, de collaborer avec eux. Mais le PLD a écarté cette option dès le début, surtout parce que Sanseito est traité au Japon un peu comme l'AfD l'est en Allemagne, c'est-à-dire que personne ne peut collaborer avec eux. Et en réalité, personne ne le souhaite. Travailler avec eux parce qu'ils sont trop radicaux pour beaucoup. Une autre option qui aurait pu être envisagée est bien sûr une grande coalition, même si, à ma connaissance, cela ne s'est jamais produit auparavant entre le LDP et le CDP. Je ne suis plus certain que cela ait déjà eu lieu, mais c'est aussi un scénario possible, n'est-ce pas? Où ils discuteraient et diraient « D'accord, travaillons ensemble. Vous obtenez quelques sièges au sein du cabinet, et nous en obtenons aussi, puis nous coordonnons les politiques. » Mais pour l'instant, il semble que ces partis hésitent également à entrer dans une quelconque coalition avec le parti au pouvoir qui est actuellement en perte de vitesse, car on ne voudrait pas interrompre ce processus de déclin. On serait probablement le bénéficiaire direct d'un LDP affaibli. Donc il semble qu'à l'heure actuelle, il y a une sorte de consensus, du moins parmi les grands partis, selon lequel le LDP et Komeito formeraient ensemble un gouvernement de coalition minoritaire. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie simplement que ces deux partis ne détiennent pas plus de 50% des voix au Parlement, mais ils forment tout de même le cabinet, ce qui veut dire que le gouvernement dans son ensemble sera relativement faible. Car pour que M. Ishiba fasse adopter une mesure par les deux chambres, il ne suffira pas d'obtenir le soutien de son propre parti et de celui du Komeito. Ils devront désormais discuter avec d'autres partis également. Et le minimum dont il a besoin, c'est qu'il ne s'oppose pas à ses décisions ou à ses politiques, ce qui implique davantage de concessions. C'est pourquoi je pense que le plus grand changement que nous observons actuellement dans le système japonais, c'est que la répartition actuelle du pouvoir va forcer encore plus la recherche de consensus. Et ce consensus devra se faire au-delà des clivages partisans. Maintenant, l'un des aspects intéressants du débat politique japonais, du débat interne, c'est qu'aucun des grands partis, en fait, aucun de ces partis ici, ne s'oppose sérieusement aux politiques de protection sociale. Aucun d'entre eux. Ils sont tous favorables à la protection sociale. Le CDP, le DPP, Sanseito, le LDP, ils sont tous pro-protection sociale. Ce sur quoi ils ne sont pas d'accord, c'est la manière de mettre en œuvre la protection sociale. C'est vraiment l'une des plus grandes différences par rapport à l'Europe et aux États-Unis, où la division droite-gauche porte souvent, généralement, sur la question de plus ou moins de protection sociale. Au Japon, une chose est claire. Il y aura plus de protection sociale. La question, c'est comment. Certains partis sont favorables au paiement direct. On envoie simplement à tout le monde, en gros, $200 américains sur leur compte bancaire. D'ailleurs, le Japon a fait cela pendant le coronavirus. Soudainement, en 2020, en été, j'ai reçu une lettre, je l'ai remplie, j'ai donné mon relevé bancaire, et 2 semaines plus tard, j'avais à peu près l'équivalent, à l'époque, de $1000 américains en plus sur mon compte bancaire.
Cela vient tout juste de se produire et ils envisagent de le refaire. Des aides directes. Il y a aussi certains partis, je crois que c'est le PDC, qui aimeraient procéder ainsi. Le PLD et le PPD discutent la possibilité de plutôt baisser la taxe sur la consommation. Donc la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, au Japon s'appelle la taxe sur la consommation. Il y a environ 8 ans, elle est passée de 8 à 10%, et maintenant on parle de la ramener à 8%. Certains autres partis disent qu'il vaudrait mieux baisser la taxe sur l'essence. Donc le débat porte sur la manière de distribuer de l'argent ou de s'assurer que la population japonaise ait plus d'argent en main. Il ne s'agit pas de savoir si cela doit arriver ou non. Et c'est d'autant plus surprenant que le Japon est le pays avec la plus grande dette nationale en proportion du PIB. Laissez-moi vous montrer ceci, un petit graphique du Fonds monétaire international, également très compétent en matière d'intégration des données. La dette par rapport au PIB, c'est l'idée d'essayer de mesurer votre dette souveraine en fonction de ce que votre pays gagne par an. Nous avons des pays comme l'Allemagne qui sont certes endettés, 64,7%. Donc, il faut travailler, je veux dire, ce sont des données pour 2023 au passage. Ce ne sont pas les plus récentes. Mais vous savez, la tendance est que nous sommes à peu près à ces niveaux. Les États-Unis sont à 120% de dette par rapport au PIB. L'ensemble des États-Unis devrait travailler plus d'une année gratuitement pour rembourser toute cette dette. Et laissez-moi insister ici. Je pense que c'est un indicateur stupide. Je n'aime pas cet indicateur. Mais je vous le présente parce que c'est le discours dominant, n'est-ce pas? Une opinion largement répandue en Occident, en Europe et aux États-Unis, conceptualise la dette en fonction du ratio par rapport au PIB. Et le Japon en est actuellement à 250%. Sa dette dépasse 250% du PIB. C'est le pays numéro 1 au monde en termes de dette nationale par rapport au PIB. Et encore une fois, je pense que le Japon agit correctement car ça n'a pas d'importance. Le montant de la dette par rapport au PIB n'a pas d'importance tant que vous disposez d'une monnaie souveraine, tant que cette dette est libellée en yens japonais, ce qui est le cas pour le Japon. La majeure partie de cette dette est en yens japonais. Et il n'y a jamais eu de moment où le Japon a eu du mal à rembourser l'une de ses dettes en cours. Encore une fois, parce qu'il dispose d'une monnaie souveraine. Et les Japonais, la Banque du Japon, sont tout à fait en phase avec le gouvernement lorsqu'il s'agit de mettre des fonds à disposition. Ainsi, le Japon a pu monétiser sa dette ou pratiquer l'assouplissement quantitatif. Et oui, cela a entraîné une forte augmentation de sa dette. Mais d'un autre côté, cela a aussi permis de garantir que le Japon dispose d'une économie fonctionnelle. L'économie japonaise, bien qu'elle connaisse de l'inflation pour la première fois depuis 20 ans, fonctionne encore de manière assez solide et robuste, du moins pour l'instant. Je ne pense donc pas que ce soit un problème. Et, chose amusante, aucun des partis ne s'en préoccupe vraiment. Leur préoccupation, c'est plutôt « D'accord, pourquoi avons-nous besoin d'argent? Comment le dépense-t-on » Ils débattent en interne sur la manière de trouver les fonds. Mais, la plupart de ces partis disent « D'accord, il est plus important de donner de l'argent aux gens pour qu'ils puissent acheter des choses, vivre correctement et soutenir l'économie, plutôt que d'augmenter les impôts et de réduire les prestations. » Ce n'est tout simplement pas un sujet de débat au Japon en ce moment, ce qui, encore une fois, est l'une de ces choses que trop peu de gens, en dehors du Japon, savent réellement. Donc, je pense que nous continuerons à avoir une politique monétaire expansionniste. Nous verrons davantage de dépenses publiques sur tous les fronts au Japon, y compris pour l'appareil de sécurité. C'est un point de plus, je veux dire sur le plan de la sécurité, on observe aussi des dépenses sociales, c'est certain, car aucun de ces partis, surtout pas les grands, n'est opposé à cela.
especially not the large ones, are against this. So this is a very large difference to the CDU. C'est donc une différence très marquée avec la CDU en Allemagne et les partis conservateurs en Europe, qui aimeraient tous réduire le système de protection sociale à néant, souvent sous prétexte, vous savez, nous n'avons pas d'argent et nous devons réorienter les fonds vers l'armée. Les Japonais, eux, font un peu les deux, bien qu'ils ne visent pas du tout un objectif de dépense à 5%. Ils restent sur leur objectif de 2%, ce qui n'est pas non plus un indicateur très pertinent, mais au moins les Japonais n'essayent pas de se militariser de façon excessive comme le font les Européens. Et dans ce sens et dans ce contexte, je pense que nous devons considérer cette récente annonce selon laquelle Trump et le Japon sont parvenus à un accord commercial. To a trade agreement. The Mr. Ishiba was very hard pressed about this one also because Monsieur Ishiba était très mis sous pression à ce sujet, également parce qu'il ne voulait pas perdre encore plus de soutien lors de l'élection à la Chambre haute, qu'il n'en avait déjà perdu. C'était une défaite annoncée et une diminution prévue du pouvoir du PLD. Mais s'il y avait eu un accord commercial perçu au Japon comme défavorable, cela aurait pu lui coûter encore plus de soutien. Sans surprise, les partis d'opposition critiquent également l'annonce, affirmant que ce n'est pas bon pour le Japon. Mais en réalité, si l'on regarde ce que l'on sait jusqu'à présent, cela ne me semble pas être une affaire si importante. En fait, le principal problème est que nous n'avons pas encore le texte du traité. Nous ne savons pas. Et ce texte du traité doit sortir tôt ou tard. Je veux dire, à un moment donné, les accords commerciaux et les accords tarifaires au Japon doivent également être adoptés par les deux chambres de la Diète. À mon avis, c'est aussi ce qui devrait se passer aux États-Unis, même si les États-Unis se sont récemment éloignés de beaucoup de leurs structures juridiques et constitutionnelles. Mais ce que la Maison-Blanche nous fournit, c'est une fiche d'information officielle, une fiche d'information de la Maison-Blanche sur la page d'accueil de la Maison-Blanche, qui, à mon avis, a clairement été rédigée par ChatGPT. On le voit très clairement en faisant défiler la page. On obtient toutes les informations, puis on retrouve exactement les mêmes informations répétées à la toute fin, dans un style très ChatGPT, résumant ce qui a déjà été dit. Et les points principaux, les sous-points, tous les tirets, etc. C'est la manière typique dont ChatGPT s'exprime. Donc, tout d'abord, il semble que la personne qui a préparé cela l'ait également soumis à une IA. Ce n'est qu'une allégation. Je n'en suis pas certain. C'est simplement mon interprétation personnelle après l'avoir lu. Ce que cette déclaration met le plus en avant, c'est que le Japon a accepté d'investir 500 milliards de dollars américains dans l'économie des États-Unis et que cela représente une énorme concession de la part des Japonais en échange de l'imposition d'un tarif supplémentaire de seulement 15% sur les produits japonais, en particulier les voitures japonaises, qui ont toujours été le secteur le plus proche du Japon. Vous devez comprendre qu'environ 10% de l'économie japonaise, 10% de la production de ce pays, est liée d'une manière ou d'une autre à l'industrie automobile. Car il ne s'agit pas seulement des voitures elles-mêmes. Il y a bien sûr les moteurs, la chimie qui entoure cette industrie, les pneus, le caoutchouc. Une voiture est composée de tant d'éléments, et chacun de ces éléments a son propre marché, n'est-ce pas? Et le Japon a réussi à être présent dans tous ces domaines. L'industrie automobile est tout simplement d'une importance capitale pour le Japon, et une baisse, même minime, des revenus provenant de l'étranger aura un effet domino. Et les États-Unis le savent parfaitement. C'est pourquoi ils ont utilisé ces tactiques. Et ce n'est pas la première fois, vous savez. Déjà, dans les années 1980, les constructeurs automobiles et les fabricants d'électronique japonais étaient directement attaqués par les États-Unis. Et généralement, ce que fait le Japon, c'est qu'il essaie d'assurer que ses exportations à forte marge
reste protégé. Et il fait des concessions sur les exportations à plus faible marge. Dans les années 1980, ils ont volontairement limité le nombre de voitures qu'ils exportaient. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simplement exporté davantage de voitures de luxe et haut de gamme, sur lesquelles ils ont des marges bénéficiaires plus importantes. Et ils n'ont plus exporté les voitures bon marché, qui profitent principalement aux ménages à faible revenu aux États-Unis. Ainsi, les personnes qui n'avaient plus accès à des voitures moins chères étaient les ménages à faible revenu aux États-Unis, tandis que les Japonais parvenaient toujours à maintenir, voire à augmenter, leur marge bénéficiaire sur les modèles plus chers. Cette fois-ci, l'accord me semble différent, car je n'ai encore rien lu concernant des restrictions à l'exportation, comme les Japonais acceptant de n'exporter qu'un certain nombre de voitures, mais ils semblent avoir accepté de fondamentalement soudoyer les États-Unis en promettant 550 milliards de dollars américains dans un véhicule d'investissement, qui sera ensuite investi dans les infrastructures énergétiques, la fabrication de semi-conducteurs, l'extraction de minéraux critiques, ainsi que la production pharmaceutique et médicale aux États-Unis. La Maison-Blanche présente cela comme une immense victoire et un succès qui va revitaliser l'économie américaine. Or, la chose étrange, bien sûr, c'est que si les États-Unis acceptent que le Japon continue de vendre des voitures aux États-Unis, ces voitures seront vendues évidemment en dollars américains, comme c'est généralement le cas dans le commerce. On vend dans la devise du pays importateur. Cela signifie que les exportateurs japonais gagnent de la monnaie américaine. Et cette monnaie américaine, généralement, on ne la reconvertit pas. Je veux dire, on peut la convertir en yens japonais, mais en général, ce que l'on fait, c'est qu'on l'investit ensuite dans l'économie vers laquelle on exporte. On réinvestit soit dans des usines plus grandes, soit on achète des actions en bourse, soit on achète des obligations sur les marchés obligataires, et ainsi on réalise un bénéfice et un rendement sur ce capital, mais on le garde à l'intérieur de cette économie. En un sens, la conclusion d'un accord d'investissement direct étranger entre le Japon et les États-Unis me semble être quelque chose que les Japonais n'étaient probablement pas mécontents de faire. Permettez-moi de préciser qu'à la dernière réunion du G7, M. Ishiba a déjà annoncé qu'il y aurait, ou était-ce lors de la précédente? J'ai un doute, mais qu'il y aurait un investissement de 1000 milliards de dollars aux États-Unis. Il n'est pas clair à ce stade si les 550 milliards font partie de ce montant ou s'ils s'y ajoutent. Mais le Japon n'a jamais eu de problème à investir aux États-Unis. Je pense que les États-Unis sont en fait le plus grand marché dans lequel il investit, ainsi que dans les obligations et les actions américaines. Historiquement, le Japon a toujours été très heureux d'investir aux États-Unis, car les retours sur investissement sont également au rendez-vous pour eux. Donc, pour moi, tout cela ressemble à quelque chose que l'administration Trump présente désormais comme une grande victoire. Aussi parce qu'ils ont besoin d'un accord commercial avec l'un de leurs principaux alliés afin d'inciter les autres, comme les Coréens et les Européens, à parvenir à un accord, ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'à présent. Les États-Unis n'ont pas vraiment réussi à contraindre leurs partenaires commerciaux. Maintenant, le Japon est le premier, et une conséquence en aval est que pour l'instant, le Japon a la promesse de pouvoir vendre ses voitures avec un tarif de 15% en plus des 2,5% sur le marché américain. Mais les constructeurs automobiles nord-américains, donc les importations du Canada et du Mexique, auront à ce stade, sans accord, un tarif de 25% qui leur sera appliqué. Et cela concerne bien sûr les constructeurs automobiles américains, car s'ils produisent, disons, au Mexique, dans des usines mexicaines, afin de réduire les coûts, alors ce type de tarif leur est en grande partie également appliqué.
Donc, d'une certaine manière, je pense que les États-Unis, bien sûr l'administration et Trump, essaieront d'utiliser cela comme levier avec les autres, puis de réduire aussi ces taxes. Mais pour l'instant, les États-Unis créent vraiment pas mal de chaos sur leur propre marché d'importation, avec différents tarifs et différents traitements de ces pays. Cela va aussi être un énorme casse-tête pour les États-Unis. Cela continue également à inciter les autres à se diversifier loin des États-Unis. Cette incitation ne disparaîtra pas. Et pour être honnête, je serais surpris si cet accord commercial entre le Japon et les États-Unis survit réellement à l'administration Trump. Parce qu'une chose est certaine, dès que Donald Trump se réveille le matin, ou que quelque chose change dans le calcul, il déchirera cet accord et dira « Oh, nous avons été traités injustement » ou « Oh, vous nous avez menti, donc tout est annulé ». Et les Japonais, eux, ne fonctionnent pas comme ça. En réalité, ils fonctionnent selon le principe qu'il faut négocier, s'assurer que les détails sont corrects, puis s'y tenir et poursuivre sur le long terme. Je pense que le Japon va en fait constater que cet accord, et peut-être, je ne suis pas sûr, mais il se pourrait qu'il ne vaille même pas le papier sur lequel il est écrit, car toute la stratégie pourrait changer du jour au lendemain, et les États-Unis pourraient proposer des idées complètement nouvelles. Surtout, par exemple, des contrôles directs des capitaux. J'interprète cet accord, et j'en ai récemment parlé aussi avec Warwick Powell, qui partage ce point de vue, comme un précurseur à des contrôles directs des capitaux, n'est-ce pas? Pour s'assurer que le capital et les gains réalisés aux États-Unis restent aux États-Unis et que les États-Unis aient leur mot à dire. Le gouvernement américain ait son mot à dire sur l'endroit où ils sont investis. Parce que si l'on y regarde de plus près, ce compte-rendu de la Maison-Blanche parle en fait d'un véhicule d'investissement et d'un droit de regard des États-Unis sur les lieux où les Japonais seront autorisés à investir. Mais malgré tout, le fait qu'ils vont investir signifie que davantage d'actions, d'obligations, de terres ou d'entreprises américaines vont d'une manière ou d'une autre appartenir aux Japonais. Donc en gros, cela revient à ce que les États-Unis acceptent que le Japon possède davantage de parts du territoire américain, même si ces possessions peuvent bien sûr être modifiées à tout moment à la discrétion du gouvernement américain. Bien que cela ne se soit pas encore produit jusqu'à présent, cela resterait envisageable sous l'administration actuelle. Cela dit, la question de savoir si M. Ishiba restera Premier ministre du Japon demeure. Mais ce n'est même pas, à mes yeux, un sujet si important pour l'instant, car, comme nous l'avons vu, la principale question de politique étrangère avec les États-Unis, cet accord commercial, semble désormais converger vers une certaine direction. Et surtout, le système politique japonais est, à mon avis, destiné à ressembler davantage à ce que l'on voit actuellement à la Chambre haute. Nous aurons plus de partis, plus de personnes impliquées. Nous aurons donc naturellement un centre moins fort, un gouvernement japonais moins puissant. Que ce gouvernement soit dirigé par M. Ishiba ou par quelqu'un d'autre, l'arithmétique de base reste la même. Il faut maintenir un certain équilibre, et peut-être aussi faire évoluer cet équilibre au fil du temps, avec des coalitions et des partis changeants. Cela ne changera probablement pas si rapidement. La prochaine épreuve sera bien sûr les prochaines élections générales, qui ne sont pas pour tout de suite, sauf si M. Ishiba ou quelqu'un d'autre décide de dissoudre le Parlement. C'est le pouvoir du Premier ministre. Le Premier ministre peut renvoyer le Parlement chez lui et dire « Nous allons organiser de nouvelles élections générales ». Pour l'instant, je ne pense pas qu'il le fera. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il en ait l'intérêt. Surtout parce que le PLD est actuellement encore le plus grand parti à la Chambre basse. Alors pourquoi prendre ce risque maintenant, quand on sait qu'on perdrait presque à coup sûr des électeurs? Mais qui sait?
voters, but who knows? Sometimes there are other calculations. Parfois, il y a d'autres calculs, et cela pourrait arriver, mais ma prévision est que pour l'instant, pour l'année à venir environ, nous pourrions voir un changement de direction, un changement de Premier ministre, mais pas toujours à cause de l'arithmétique parlementaire. Nous verrons un Japon plus diversifié sur l'ensemble du spectre politique, à travers les partis, et la diversification ne se fait plus à l'intérieur d'un seul parti. Ainsi, il y aura plutôt une pression accrue vers la recherche du consensus. Je ne vois pas cela comme un mouvement de droite ou d'extrême droite pour le Japon. Je ne l'interprète pas ainsi. Même si l'extrême droite, le Sanseito, aura certainement plus de poids et aura un impact sur la façon dont la politique japonaise sera façonnée. Mais, comme souvent, cela se fera de manière progressive, pas par tranches successives, mais en insérant simplement sa voix et certaines de ses préférences dans le débat politique global. Voilà mon analyse. J'espère qu'elle vous a été utile. À la prochaine fois. I hope it was helpful. See you next time.